Nous, on a réussi, on a pu faire du conseil souverain et on a réussi à être payé, ce qui est aussi un autre exploit. Parce que souvent, tu conseilles les gouvernements pour l'honneur, hein. Ça, c'est mon point. Très aidé par, évidemment la personnalité de nos managing partners et qui donc peuvent avoir ces discussions à un niveau qui sont nécessaires. Parce que la réalité, c'est que encore plus sur le continent, ces problématiques de conseil souverain, pour qu'elles marchent, elles doivent avoir le soutien plein et entier du chef d'État ou de la Ok. chef d'État. Et donc, ces personnes qui, évidemment, ont un peu plus d'expérience m'ont dit, écoute, Quentin, c'est très sympathique, tu as beaucoup d'envie, de fougue, mais viens te frotter à la réalité, viens voir les opérations à la banque, et puis effectivement, après, tu pourras nous dire si tout ce que tu assènes là est encore éprouvé. Et c'est Ok. comme ça, du coup, que j'ai commencé par un premier poste à la Banque mondiale au Bénin. Euh, euh, Quand tu viens conseiller, bien souvent, tu viens bousculer des inefficiences, tu viens bousculer certains ordres établis, pouvoir, des équilibres de pouvoir entre les ministères, etc. Si tu n'as pas l'impératum du chef de l'État, tu pourras faire les meilleures recommandations que tu veux, essayer de les mettre en place, ça ne marchera jamais. Donc, salut Quentin, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Akinia Talks. On est ravis de t'avoir aujourd'hui pour ce dernier épisode qu'on tourne cette année, avant les fêtes de Noël. J'aimerais t'avoir tes actions, comment toi tu vas, comment s'est passé cette année et où est-ce que tu peux te présenter personnellement, te présenter ton parcours et qu'est-ce que tu fais actuellement. Ouais, merci Franck, hein. Bonjour à tous, bonjour. C'est marrant parce que là, en se connectant du coup sur le studio d'enregistrement en ligne, j'ai été déjà victime, je pense, d'un des sujets qu'on va évoquer dans le talk, quoi, qui a été que me connectant de Madagascar, le studio en ligne ne voulait pas de moi. Donc il a fallu que je fasse un recours à un VPN pour pouvoir être là avec vous. Ok. C'est partie, hein, des sujets qu'on évoquera sûrement sur les problèmes de perception du risque sur le continent africain. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que la discussion pourra intéresser certains. Moi, je m'appelle Quentin Sauzet. J'ai travaillé et j'ai fait toute ma carrière, ma petite carrière, avec le continent africain, en commençant dès la sortie d'école à travailler à la Banque mondiale. Pour l'anecdote que je raconte à certains, quand je sortais donc d'HEC à ce moment-là et que je disais que j'allais travailler au Bénin, les étudiants me disaient, mes camarades, ah Berlin, trop cool. Je disais non, exactement, pas exactement le même pays. Ok. Mais pour dire que la perception a énormément changé, hein, du continent depuis 10-12 ans quand même, puisqu'il était impossible à l'époque, quand tu sortais d'une grande école, d'imaginer que tu pouvais aller faire quelque chose d'autre que de l'humanitaire dans cette partie du monde. Mm. Donc je crois qu'on a fait un grand bout de chemin et moi je suis ravi de faire partie de ceux qui ont dédié leur vie et leur carrière à l'accompagnement de ce continent. Ok, bah non, mais c'est très intéressant. Et parce que toi, à la base, t'as fait HEC, mais t'as fait aussi des études d'avocat, il me semble. Donc, est-ce que t'as pas voulu continuer en tant qu'avocat? Qu'est-ce qui t'a en premier lieu, après les études, t'a amené vers ton métier à la Banque mondiale? Ouais, écoute, j'adore le droit et évidemment, ouais, je suis allé jusqu'au bout. J'ai eu l'école du barreau, et cetera. J'ai exercé. C'est un métier passionnant et c'est un métier qui est tellement utile dans tous les aspects aujourd'hui de l'investissement et des affaires sur le continent, mais aussi sur la partie publique. Mm. Après, tu sais, et ça, je dis souvent à plein de jeunes qui me contactent, qui sortent d'école, qui sont encore en école, c'est une affaire de stage, hein. C'est des stages, Bien c'est des sûr. rencontres avec des professionnels et des personnalités inspirantes. Il s'est avéré que pour moi, j'ai ressenti à un moment le besoin d'aller un peu plus loin que la seule profession d'avocat. J'avais un besoin de me rapprocher du terrain, des opérations, des activités et donc cette profession à ce moment-là ne me permettait pas forcément de le faire D'accord. et donc c'est pour ça que j'ai complété donc par un cursus en école de commerce pour pouvoir aller plus sur les opérations et donc en sortie aller à la Banque mondiale que j'avais croisé en fait
à travers des opérations de microfinance que j'ai faites en parallèle de mes études. OK. J'avais créé une association qui, faisait du microcrédit dans l'agriculture au Kenya. Donc j'y allais beaucoup et j'avais croisé des équipes de la Banque mondiale et étant jeune et impétueux, j'avais évidemment plein d'idées, très fortes et très arrêtées, comme quelqu'un qui découvre ces sujets et qui manque un petit peu de nuances, mais c'est normal. Et donc ces personnes qui, évidemment avaient un peu plus d'expérience m'ont dit: «Écoute Quentin, c'est très sympathique, tu as beaucoup d'envie, de Mmh. fougue, mais viens te frotter à la réalité, viens voir les opérations, à la banque et puis effectivement après tu pourras nous dire si, tout ce que tu assènes là est encore, éprouvé». Et c'est OK. comme ça du coup que, j'ai commencé, par un premier poste, à la Banque mondiale, au Bénin en tant que, bras droit du représentant résident qui est l'équivalent du directeur général là-bas, de la Banque mondiale. En charge un peu de tous les projets en souffrance quoi. Parce que c'est un gros sujet pour les institutions de développement sur le continent. Souvent on croit que c'est un problème d'argent et de financement, mais en fait Mmh. non, souvent il y a malheureusement, un taux de décaissement faible qui est lié à pas mal de problématiques et notamment des goulots d'étranglement, des problèmes administratifs, des problèmes de passation des marchés publics et cetera, qui fait que, quand on voit les montants annoncés par les bailleurs de fonds et quand on voit, les montants réellement décaissés et qui arrivent enfin au profit des populations, il y a des décalages qui peuvent être énormes. À l'époque, au Bénin, on était content parce qu'on atteignait quelque chose comme 35-40 de taux de décaissement. OK. Ah ouais, c'est Ce énorme. qui Mmh. OK, et le gap de 100%, il allait où? Tu parlais de problèmes administratifs, Non, il reste c'est en suspens, c'est-à-dire que ouais. c'est de l'argent qui est alloué, allocated au pays OK. et donc les lignes de financement pour la Banque mondiale, bien souvent, c'est donc des prêts très, très long terme à taux concessionnel, c'est-à-dire taux très faibles avec des périodes de grâce, c'est-à-dire qu'on commence à rembourser, souvent plusieurs années plus Bien tard, donc sûr, c'est OK. vraiment de l'argent hyper intéressant pour les États, pour financer des infrastructures, de l'investissement et cetera. Et malheureusement, il reste en l'air en quelque sorte parce que, évidemment pour qu'il soit décaissé, parce que ça aussi c'est un des grands mythes un peu, beaucoup sur les réseaux sociaux de l'argent international qui, lierait, poings et mains les États dans leurs choix et cetera. La réalité, c'est que l'argent est disponible et qu'ensuite c'est l'État qui, évidemment, comme ça rentre au budget de l'État, c'est du Mmh. financement extérieur qui ensuite a la charge de mettre en place, évidemment, aidé et accompagné par ces institutions de développement, les unités qui vont permettre de déployer cet argent. Et pour D'accord. déployer l'argent public, ensuite, tu dois évidemment recruter des équipes, donc trouver des équipes de qualité, passer les marchés publics. Je ne sais pas, par exemple, si tu vas mettre tout un système d'électrification de centres de santé dans le pays. Et donc ça prend du temps. Et malheureusement, et tu le sais aussi, viennent s'agréger à ça souvent et malheureusement des problèmes de gouvernance qu'il faut contrôler, peut-être des marchés à annuler, qu'il faut reprendre parce que Bien des gens ont sûr. voulu prendre des raccourcis. Parfois, tu as bien recruté, la bonne entité sur ton marché public, mais il s'avère que pour X raisons, elle s'effondre, en cours de route et donc il va falloir retrouver une nouvelle entité parce qu'elle avait pas les reins assez solides pour porter un tel projet. Ah, je te laisse imaginer un peu tous les encombres, en fait, qu'on peut Mmh. rencontrer sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que, c'est du temps long, c'est extrêmement nécessaire, mais c'est vrai que, et ça fera peut-être la liaison Le avec la suite, mais j'ai adoré cette expérience et j'ai, vraiment rencontré des gens formidables, dans ces institutions. Mais comme je te l'ai indiqué, j'étais, jeune et j'avais envie, que ça aille plus vite. Bien J'avais sûr. envie vraiment de me sentir, au contact et au service, hein, des gens qui font la différence sur le continent. Et donc ce rythme-là, à ce moment-là, voilà, m'a pas parfaitement convenu et c'est pour ça que, bon, le hasard des choses a fait qu'à ce moment-là, j'ai rencontré Lionel Zinsou, D'accord. qui lui présidait, la table ronde des investisseurs pour le Bénin et moi j'avais la charge en fait de rédiger tous les projets d'investissement portés par le gouvernement et qui voulaient soumettre donc à la mobilisation des investisseurs internationaux et cetera. OK. Entre-temps, je suis parti au Kenya, quelques mois, toujours dans le cursus, de la banque et en fait, il a ensuite, décidé de devenir enfin d'accepter, l'invitation à devenir premier ministre du Bénin. Du Bénin, ouais. Voilà et c'est comme ça que du coup, bon, il m'a appelé,
Il m'a dit: «Voilà, donc j'ai accepté cette fonction, est-ce que tu accepterais de me rejoindre dans le cabinet pour m'accompagner dans cette mission difficile?» Et je me rappelle lui avoir dit: «Bon, écoute, je pense que tu fais une énorme bêtise, Ok. connaissant 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 l'écosystème local, son âpreté, c'est un panier à crabe terrible, c'est très enfin, la politique de manière générale, c'est très difficile. C'est extrêmement nécessaire, mais difficile, très ingrat et encore plus dans des contextes émergents. On pourra revenir dessus et expliquer pourquoi, mais moi, je lui ai dit: Tu fais probablement une grosse erreur, mais maintenant que tu as accepté, je vais pas te laisser tout seul là-dedans». Tu as failli Donc rire avec lui. voilà, donc je suis allé faire l'erreur avec lui, ce qu'il appelle d'ailleurs son service militaire. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à 25 ans, chose comme ça, ouais, 25 ans, dans le cabinet du premier ministre du Bénin, ce qui a créé des remous par ailleurs puisque, peut-être ceux qui sont en podcast, ne s'en rendent pas compte, mais je sais pas s'il y a une vidéo aussi de ce qui est fait, mais pour ceux qui sont en podcast, vous ne voyez pas ma couleur de peau, mais disons qu'elle est pas totalement compatible, ou en tout cas usuelle, dans le cadre d'un chargé de mission d'un premier ministre, en Afrique subsaharienne et Non, en fait, ça a évidemment, créé des remous. On n'était pas encore dans l'époque actuelle bien sûr. où il y a une espèce d'hystérisation de ces débats-là et cetera, mais déjà à l'époque évidemment. J'avais été très reconnaissant parce que, c'était des élus, qui étaient de l'autre bord politique, qui avaient pris la parole à l'époque, alors que certains essaient d'activer un peu ces mauvais sentiments, et qui avaient dit: «Mais écoutez, enfin, c'est un technicien qui connaît bien le pays, Mm. enfin, je veux dire, il y a pas de problème de légitimité, il est pas là pour faire de la politique». Et c'est vrai, moi j'étais vraiment en charge des grands projets structurants pour le pays. Et donc ça, je leur serais vraiment, toujours très reconnaissant d'avoir eu le courage et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y en ait encore beaucoup qui auraient le courage de faire ça. Ok. D'autant plus que, à la différence parce que c'était pas du tout une première en tant que telle, qu'il y ait des étrangers détachés dans les cabinets en Afrique subsaharienne. En Mm. fait, c'est assez monnaie courante, on en trouve beaucoup, d'ailleurs plutôt d'autres nationalités africaines. Mais, là, la grande différence par rapport aux autres, c'est que c'était officiel. C'était au décret, du journal D'accord. enfin ça a été vraiment décret gouvernement, journal officiel. Donc c'était plus, assumer en fait, ce choix qu'autre chose, mais voilà, ça a créé des remous. Donc c'était passionnant de Ok. passer côté gouvernement, de comprendre un Et- peu les contraintes de ce côté-là, les gens extraordinaires qui peuplent aussi les administrations africaines, qui malheureusement, trop souvent sont pas laissés, dans une capacité réelle d'expression de leur Bien talent sûr. et cetera, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer, avec un manque de moyens criant et cetera, enfin des problèmes de gestion des ressources humaines qui sont bon, je pense que ça c'est planétaire Compliqué, aussi ouais. malheureusement dans l'administration. Mais voilà, mais donc ça a été mon service militaire aussi, au Bénin, Ok. pays évidemment, avec lequel j'ai un attachement tout particulier parce que je suis en processus J'imagine de bien. naturalisation. Ouais. Ok, pour devenir béninois? Ok, bah, non, mais c'est super. Et du coup, oui, du coup, t'as fait ton expérience du coup à la Banque mondiale. Ensuite, tu t'arrives au cabinet du coup du Premier ministre béninois. Et ensuite, tu arrives du coup après, il me semble 1 ou 2 ans chez Southbridge en tant que, j'imagine, bon, t'as commencé en tant que associate ou analyste avant Exactement, associé, exactement, ouais, ouais. En de fait, gravir les postes. on se réunit, après cette expérience avec, quelques membres du cabinet de l'époque, Lionel évidemment et cetera. Heu, Clairement, un peu secoué par cette expérience, et la difficulté de ce milieu et cetera. L'histoire d'ailleurs nous a montré qu'on a bien fait de perdre parce que vu le travail absolument remarquable qui a été fait par Patrice Talon pour le pays, Mm. moi j'ai l'honnêteté de reconnaître qu'on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait. C'est absolument Enfin, c'est incroyable et donc j'ai eu évidemment très peur comme beaucoup, Ok. dimanche il y a 2 semaines lors du coup d'État raté, parce que franchement le Bénin est sur une trajectoire qui est, unique, et qui, va être un exemple, hein, pour l'ensemble des pays de la sous-région.
Donc bravo, bravo à eux. On était opposés à l'époque, Ouais, mais j'en suis vraiment un des plus grands soutiens et fervents supporters. C'est extraordinaire. Bref, on s'est réunis après cette défaite, qui par contre était difficile. Une campagne électorale, c'est éreintant. Tu dors 3 heures par nuit. ouais, Tu peux accéder aux candidats que à 2 heures du matin. Moi, j'étais sur toute la partie plutôt rédaction de programme, évidemment d'accord. pas. J'étais pas sur des meetings politiques. Encore une fois, ma nationalité et ma couleur de peau auraient posé quelques interrogations à minima. Mais on se réunit, on se dit bon, fort de nos expériences, qu'est-ce qui pourrait vraiment, qu'est-ce qui manque dans le paysage pour continuer à servir le continent et essayer d'accélérer un peu, notamment ce qui nous semble être le plus important, c'est-à-dire la structuration et l'arrivée des financements aux bons endroits sur le continent. Et donc, ça part évidemment toujours dans mes histoires d'une conviction et d'une vision portée par Lionel Zinsou. Mais donc, on se dit, ce qui manque vraiment, c'est une banque d'affaires qui D'accord. soit focus uniquement sur le continent africain, avec des actionnaires africains, portés en très grande majorité par des individus, des professionnels, des très grands professionnels du continent, qui ont pu faire leur carrière sur le continent ou ailleurs, mais qui ont démontré voilà des qualités exceptionnelles, et qui permet du coup d'avoir exactement les mêmes standards en termes de qualité du travail, de capacité à répondre à des tempos qui parfois sont très Assez courts, soutenu. très et cetera, mais qui ne fait que ça. OK. Et donc, je crois que par ailleurs, ça a répondu à un vrai besoin parce qu'on avait beaucoup de gens sont venus à nous dès l'annonce de la création, hein, de la structure en disant: «Mais enfin on a cette entité qui répond à nos besoins». Ouais, Parce que soit on devait se tourner sur des cabinets qui à l'époque, hein, qui sont par ailleurs ça a beaucoup changé depuis, hein, je parle à l'époque, d'accord. cabinets locaux qui étaient pas encore suffisamment structurés, musclés et cetera. Soit on doit aller chercher du coup des structures internationales, mais on n'a pas forcément le sentiment d'être leur priorité, hein. C'est un euphémisme, hein, ce que je dis, Bien mais sûr. donc on est ravis que vous soyez là. On a des besoins et donc on a commencé en fait très, très vite. Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'il y avait besoin de beaucoup de développement d'abord, d'acquisition de clients. On a commencé tout de suite sur des gros sujets, à la fois publics et privés. Celui qui nous a le plus occupé dès le départ, c'était toute la structuration et la création de Casada, qui est en fait, un véhicule d'investissement dédié au continent africain, porté, en investisseur ancre par Accor, D'accord. et avec, voilà le fonds souverain qatari qui est venu et d'autres après, et qui est une très, très grande réussite. C'est un des acteurs, les plus actifs, hein, sur le sujet, hospitality, sur le Hôtellerie, continent. et cetera. Exactement. Mmh. Et qui est parti de la conviction d'une conviction partagée de Sébastien Bazin et Lionel Zinsou, qui était Accor, groupe mondial. Évidemment, ses rentabilités, ses plus belles marges, elles se font au Moyen-Orient, en Asie, où en plus les délais pour sortir des hôtels et cetera sont courts, les environnements sont plus simples à appréhender, donc évidemment, toutes leurs équipes sont plutôt focus là-dessus. Bien sûr, Néanmoins, la conviction de Sébastien Bazin, et franchement, c'est quand même il y a tellement peu, de CEO dans le contexte européen et surtout français, qui portent ces visions qu'il faut vraiment lui rendre hommage. C'était de dire, «C'est vrai aujourd'hui, c'est ça, mais demain la donne va changer et si on ne prépare pas le terrain sur le continent africain pour aussi profiter de cette tendance, à la hausse et la croissance à venir et qui va s'accélérer, on va, louper les opportunités». Donc d'accord. on a un coût d'opportunité trop élevé pour défocus nos équipes plutôt Middle East, Asie vers l'Afrique. Donc ce qu'on va faire, au lieu de me battre contre, mes équipes pour qu'elles fassent aussi des projets sur le continent africain, on va sortir en quelque sorte cette activité d'accord et on va faire venir d'autres acteurs pour nous apporter du capital aussi, pour partager ce risque et on va créer une entité qui est focus que continent africain et qui va du coup, pouvoir développer et préparer tout le terrain, tout en nous assurant, la gestion des hôtels qu'ils vont développer.
OK. en construisant les murs, en rachetant des hôtels existants, et cetera. Et c'est un très grand succès et c'est quelque chose qu'on a essayé ensuite de vendre, Je auprès d'autres acteurs qui n'ont malheureusement pas rencontré forcément la même, passion, en tout cas partagée pour le continent et on voit aujourd'hui le malheureusement, hein, moi à mon grand regret, des suites de ça, notamment avec la sortie des banques françaises, bien de sûr. manière totalement abrupte, du continent et cetera. Enfin, voilà, des choses qui, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est dans le temps long sur le continent africain, sont incompréhensibles. Hem, OK. parce que, ils ont fait le plus dur, Mmh. hem et sortir maintenant comme ça, bon, je pense qu'il y avait vraiment d'autres chemins possibles. Mais ça, c'est un autre sujet OK. encore. OK, non, non, mais c'est très, très cool. Tu as évoqué pas mal de sujets. Un premier sujet que tu as évoqué au début, de ton intervention sur lequel j'aimerais revenir, c'est, un peu le paysage des banques d'affaires, du conseil, financier, à l'époque, quand vous créez, du coup, Southbridge. Donc tu as parlé un peu soit d'acteurs internationaux qui, j'imagine, avaient, pas ou très peu de présence sur le continent et à la fois d'acteurs locaux qui n'étaient pas encore assez structurés, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses qui, à la création de Southgate, a fait la différence euh, en termes de positionnement et qui vous a permis directement de gagner, je pense, des gros marchés? Et peut-être à la suite de ça, comment tu penses que le paysage a évolué aujourd'hui? Écoute, je pense que, on n'a pas beaucoup de mérite au départ. C'est que la réalité, c'est que je pense qu'il y avait un vrai besoin, et qu'ils trouvaient pas forcément une offre en face D'accord? et évidemment quand tu arrives avec, Lionel Zinsou, Donald Kaberuka, ancien président de la BAD, Les Frani Fanny Leoutier Leoty aussi? Ouais. Gauthier qui nous a rejoints. Bon, ce sont des personnalités incroyables, issues du continent, qui ont des carrières, époustouflantes. Donc, assez naturellement, bon, ça draine, de Bien sûr, l'intérêt, ça draine évidemment des réseaux et de la demande. Donc je pense que nous, on a eu le mérite d'arriver au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, après on a essayé, du mieux possible de délivrer, ensuite derrière quoi, pour être à la hauteur de ses attentes quoi. j'imagine. Mais aujourd'hui, je vais te dire le paysage a beaucoup évolué, s'est structuré. Et donc il y a vraiment maintenant tout un écosystème de conseils, dans les différents pays, hein. Afrique de Mmh, l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe, même centrale maintenant. Les acteurs locaux qui sont souvent d'ailleurs des partenaires qui sont passés justement par des grandes institutions, du conseil, de l'audit et cetera, qui reviennent dans les pays, et qui apportent, voilà, un jeu de compétences qui est très, 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 très utile et très important pour la structuration financière, hein, des différentes, régions. Et donc, OK. il est tout à fait possible maintenant, quasi, quand vous êtes un entrepreneur, je sais pas moi, même, au Cameroun, et que vous avez soit des envies de structuration, de levée de fonds, d'acquisition, et cetera, de trouver, au Cameroun même, des conseils financiers de qualité. Et ça, c'était pas le cas encore, avec tout le respect que je dois, il y avait sûrement et probablement des gens Bien sûr. de grande qualité que je connaissais pas. Mais c'était en tout cas moins évident il y a 10, 12 ans et ça fait la différence parce que, l'écosystème financier dans les différents pays est en train de maturer. On est en chemin, hein, c'est encore, Bien sûr. ça dépend évidemment des pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que d'autres, évidemment ceux qui sont, beaucoup plus sur des trajectoires d'émergence et cetera. Je parle vraiment Afrique subsaharienne parce qu'après, Bien on va dire, Maghreb, Afrique du Nord ou Afrique australe, c'est bien plus d'avance là-dedans. Mais en Afrique subsaharienne, il y a encore on bute sur des sujets parfois même culturels. C'est-à-dire que, l'entreprise familiale, ouvrir l'equity, à quelqu'un d'extérieur, ouais, c'est parfois impensable. ouais, Impensable. d'accord. Et donc, faire tout ce travail-là de structuration de financement avec eux, parfois même, il y a des entrepreneurs encore qui ont une aversion totale à la dette, qui Mmh, sont très fiers de dire: «Moi j'ai aucune dette, je finance tout», et c'est sympathique, mais en fait c'est totalement inefficient.
Donc, Ouais, je vois. ça les rassure peut-être, mais en fait, ils sont en train de brider totalement leur croissance. Donc, je pense que cet écosystème est en train de maturer. Il y a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs aussi qui arrive et qui est beaucoup plus ouverte à toutes ces questions-là, avec plus de maturité, plus de connaissances. Et donc, à la fois, je vais dire, les conseils locaux se sont musclés, à la fois, il y a des gens qui font du super travail aussi de France, enfin d'Europe de manière générale ou des États-Unis. Et donc on voit petit à petit évidemment ce chemin qui est en train de se faire et qui est tellement nécessaire, quoi, parce qu'il y a des Mm, besoins immenses en fait en la matière. Maintenant la difficulté, parce que tout n'est pas rose. C'est quand même un métier, en tout cas banquier d'affaires, conseil financier, qui est encore aujourd'hui très difficile à faire sur le continent. Pourquoi? pourquoi? Parce que quand vous êtes avocat, vous êtes payé à l'heure. Ok, Quand vous faites de l'audit, il y a des prestations qui sont très encadrées, etc. Vous négociez un peu les fees, mais globalement, vous allez être payé. Malheureusement, quand vous faites du conseil financier, vous êtes souvent, parce que les clients, ça leur donne des boutons de vous payer ce qu'on appelle des des retainers, retainers. c'est-à-dire, hein, voilà, donc des frais un peu réguliers, etc., tout au long de la mission. Et donc, parce que par ailleurs, ils trouvent que vous êtes déjà trop payé, que quand ils voient que vous prenez un pourcentage sur la valeur finale de ce qui est levé ou de l'opération, ça les rend malades, globalement. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, des frais inhérents à cette activité, au coût aussi hein, Bien des sûr, collaborateurs, etc. Et du coup, de devoir se déployer efficacement sur le continent avec évidemment les prix du transport et autres, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez une problématique, évidemment, sur la structuration même du paiement de cette prestation. De d'accord. l'autre, vous avez une problématique avec le fait que tous les clients qui viennent vous voir, vous dites, ah, mais là, je suis prêt, ma société est prête à lever des fonds, il y a juste à passer 3 coups de fil, les fonds seront levés, dans 4 mois, on est bon, ta. Et en fait, moi, je passais une bonne partie de mon temps à expliquer aux gens que malheureusement, ça allait prendre 18 mois. Ok, Et ça les rendait fous. Parfois, je perdais des mandats à cause de ça, mais c'est la réalité. Et 18 mois, c'est si on menait ça au pas de charge bien structuré, parce que la réalité, c'est que souvent, la documentation n'était pas prête. L'entreprise, contrairement à ce que pense l'entrepreneur, n'a pas structuré suffisamment la doc financière, la doc stratégique, les rapports, etc. Que l'opération en elle-même n'est pas forcément suffisamment bien pensée, il y a probablement d'autres cibles, que les marchés n'ont pas été bien appréhendés. Donc en fait, vous vous retrouvez dans beaucoup de cas, pardon, euh, à faire un travail de consultant en stratégie en amont de celui de le banquier consultant d'affaires. financier, ok. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a des firmes type Ocan, par exemple, qui, assez intelligemment, sont à la fois sur la jambe conseil en strat Bien et sûr. font du conseil financier. Parce qu'ils ont un peu morphé la réalité de marché sur le continent. Et ils ont raison. Parce que du coup, Mm, ils arrivent, enfin, je leur souhaite, je suis pas dans leur compte, mais à pricer d'abord ce conseil en stratégie en amont de la transaction. Parce d'accord, que si vous faites pas ça, en fait, vous avez des problèmes de BFR énormes quand vous êtes une structure de j'imagine. conseil. Vous êtes payé à 18 mois, 24 mois, et ça, c'est quand l'opération se fait. Or, il y a une D'accord, opération sur 3 ou 4 qui se fait. Parce que le grand ok. principe aussi, c'est que avant de se faire, une opération va mourir minimum 2 fois. D'accord. Voilà. Quand tu dis mourir, t'entends quoi par mourir? Les gens claquent la porte. Ok, euh, L'entreprise, par ailleurs, passe à côté de la mort clinique parce qu'il lui manque une autorisation ou parce qu'à un moment, il y a un énorme trou de trésorerie ou j'en sais rien. Donc, c'est la règle sur le continent. Ça, voilà. Après, il y a toujours des exceptions, mais ouais, globalement, j'imagine, c'est ça. Donc, j'imagine. je vois les gens arriver avec la fleur au fusil. Bon, voilà. Donc, il faut être capable de construire quelque chose qui permet d'avoir le temps pour soi, non pas pour ralentir les choses, mais pour avoir les bonnes équipes et pour être sûr d'amener à bon port la transaction, parce qu'elle est évidemment nécessaire. Et c'est ça, cette difficulté-là, qui explique en fait, et ça on l'a appris bien plus tard, pourquoi il y Mm, avait personne et pourquoi il n'y avait pas de Southbridge avant nous. C'est parce que c'est très difficile mm, en fait, et que beaucoup ont essayé, n'y sont pas arrivés, etc. Et que donc cette idée-là qu'on a portée à l'époque, elle est pas neuve. Il y a plein de gens qui l'ont eu avant nous, et plein de gens qui l'auront après. Et donc la seule question, c'est est-ce que vous êtes au bon moment
Est-ce que vous avez suffisamment bien structuré votre firme pour que financièrement ça tienne la route et que vous soyez capable d'encaisser ces longueurs, voire ces D'accord. longueurs? Voilà. Ok. Non, parce que, enfin, il y a un truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est vraiment la flexibilité aujourd'hui des acteurs. Et enfin, même nous, on le voit euh, par rapport aux clients à qui on parle sur Aquinia, qui font à la fois du conseil en stratégie, du conseil et du conseil financier, et même souvent qui conseillent aussi les États. Je pense que par rapport peut-être à ce qui se fait en Europe où on voit des silos très définis, je pense que ça permet d'avoir une vraie flexibilité et aussi d'être sur le terrain, de parler directement aux acteurs, etc., de pouvoir Ça mener à viendra en bien fait. ces mandats. En fait, la maturité du marché fera que les gens se spécialiseront. C'est Ouais, obligatoire. Parce qu'à un moment donné, il y aura évidemment suffisamment de structuration, de gros clients, d'opérations pour justifier d'avoir des équipes conseils financiers qui font que du télécom, que de l'énergie, que, heu, que des mines et cetera. Aujourd'hui, c'est très compliqué, en tout cas quand on est focus uniquement continent africain, de faire ça, parce qu'il y a pas le volume ok, et qu'on n'a pas assez de transactions potentielles pour justifier d'avoir des équipes méga spécialisées. Mais ce qui est, donc c'est une nécessité. bien sûr. Je suis pas forcément sûr que ce soit une bonne chose parce que, quand même, heu, plus vous êtes spécialisé en conseil financier, conseil en strat, meilleur vous êtes. Oui, Parce j'imagine, que bien sûr. vous maîtrisez parfaitement l'industrie, vous maîtrisez parfaitement tous les KPIs de l'industrie, vers où elle va, les menaces. Vous êtes en contact permanent avec les différents acteurs et c'est pour ça qu'on vient vous chercher. Un banquier d'affaires, heu, sa plus grande qualité, c'est sa discrétion évidemment, la confidentialité, mais sa deuxième plus grande qualité, c'est sa capacité, d'être une tour de contrôle sur un écosystème et donc D'accord, de parler à tout le monde et donc d'être capable, du coup, de synthétiser tout ce flot d'informations et de le mettre au bénéfice des acteurs de cet écosystème, qui bien souvent, pour des raisons évidemment de concurrence, de méfiance, etc., se parlent pas. Et il faut avoir un peu ces intermédiaires qui sont nécessaires pour fluidifier et permettre aux acteurs d'identifier les opportunités au bon moment, voilà, et de les saisir. Donc c'est ça je pense, que c'est ça ce qui rend ah, en tout cas ce métier très important pour des écosystèmes. ok. Et aujourd'hui, enfin, t'as évoqué quelque chose, c'est un peu l'asymétrie d'information qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Autant en termes de données, mais je pense en termes aussi de communication. Est-ce que pour toi, c'est un vrai sujet pour justement un peu pour la croissance et la maturation du marché? C'est énorme, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est vraiment là, je pense que c'est là où tu vois que ça s'appelle de la même façon banquier d'affaires, mais la façon dont tu exerces le métier en Europe, la façon dont tu vas l'exercer, si en tout cas tu es focus que sur le continent africain, ça n'a rien à voir. Mm, Il y a évidemment des mécanismes similaires, mais euh, sur le continent africain, il y a une très grande difficulté à accéder à des bases de données qui sont à jour, qui sont complètes, pour pouvoir vraiment évaluer tes marchés, les sentir. D'autant plus quand tu dois évidemment passer d'un marché à un autre, d'un pays à un autre, et cetera, bien à sûr. distance, heu, la difficulté devient de plus en plus grande. Or, si tu veux avoir ces informations, tu vas pas les avoir en ligne, hormis, évidemment quelques grandes données macro, et cetera. Tu vas avoir besoin d'une présence, au plus proche des acteurs. Local. Ouais, c'est pour ça qu'on avait ouvert beaucoup de bureaux sur le continent, heu, parce que si tu es pas au contact des acteurs, tu as pas les informations, tu as pas les bonnes informations et par ailleurs, c'est des économies où, le souverain, est juste totalement, indispensable, et ta capacité à être en relation avec, le gouvernement, à obtenir certaines décisions et cetera pour tes clients privés, est juste fondamentale. Donc si tu es pas, tu pas une présence locale, tu peux que très difficilement faire ce métier, Ok. à mon sens. Ok, non, mais c'est très clair. Merci pour ce passage. Et si on revient sur un peu sur Southbridge, du coup, comment un peu a évolué ton poste, tes missions, ton rôle chez Southbridge au cours des années, et comment un peu sont structurées les équipes, notamment. Ouais.
Écoute, pour faire vite, parce que j'ai pas envie d'ennuyer tout le monde, hein, Bien sûr. mais sur ma propre cas, mais j'ai commencé associate et j'ai grimpé les échelons au fur et à mesure des opérations, avec une petite, différence, c'est que, ou singularité, c'est que très tôt, déjà à la banque, moi je m'étais, spécialisé sur tout ce qui est, green, finance verte, finance climat. Et D'accord. donc, très tôt dans la banque, moi, j'ai poussé pour la structuration d'une pratique, vraiment dédiée à ça. Et c'est là où aussi l'écosystème a beaucoup évolué, c'est que, mon surnom au départ, chez Southbridge, c'était Monsieur Pro Bono. Parce que c'est vrai que il y avait tout un écosystème qui se structurait, qui avait pas forcément la capacité à payer des services, d'une banque d'affaires comme Southbridge. Et donc, j'ai été amené à faire beaucoup de missions à des prix cassés, voire évidemment gratuitement pour certains acteurs, pour des startups, pour des projets qui étaient en train de se structurer, des fonds d'investissement qui se levaient, et cetera. Mais avec cette conviction que, ce sujet-là, déjà dans le monde, mais encore plus particulièrement sur le continent, allait devenir, Important ou... fondamental, voire Ok. premier. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que dans la scarcity actuelle, le fait que les financements d'aide au développement se réduisent, et cetera, pour un contexte géopolitique navrant. Ce qui résiste le mieux, c'est quand même, les fonds climat, les fonds verts, et cetera, qui ont en tout cas des cycles plus longs, et où, pour l'instant en tout cas, on arrive encore à trouver, des grandes poches, de financement pour le continent. Et donc, moi, j'ai structuré au fur et à mesure du coup de la carrière, cette pratique dans la firme, D'accord. jusqu'à, après prendre la direction du bureau de Paris. Et d'ailleurs, ce qui m'a rassuré chemin faisant, c'est que, heu, les jeunes partenaires et même d'autres collègues dans la firme qui, on avait un peu rien à cirer des questions green et climat au départ, après sont tous devenus verts, donc c'est bon Ok. signe. Parce que ça veut dire que, les gens font plus ça forcément par conviction ou engagement, mais le font par opportunité. Et c'est là où tu sens du coup que le sujet devient mainstream, et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, Bien contrairement à ce sûr. que les gens. Donc c'est comme ça qu'on a avancé, et chemin faisant, quand même, les spécialisations des équipes commençaient à arriver. Moi avec la pratique évidemment green, climat, mais en étant toujours, sur les 2 jambes, c'est-à-dire, conseil souverain et le privé. Français. Pour moi, Ok. c'était très important de maintenir les 2, parce que sur toutes nos missions en conseil souverain, tu retrouvais toujours cette facette et ce besoin pour les États de bien comprendre, ce que ça voulait dire, comment ils pouvaient appréhender ce type de fonds, comment ces problématiques étaient intégrées dans leur questionnement du moment, notamment je parle que des missions publiques évidemment, mais par exemple les créations de fonds souverains. D'accord. Voilà, comment ces problématiques-là doivent être prises en compte, pour pas forcément, abîmer la croissance de demain à la fois de l'État ou de l'entité en question. Donc voilà, Ok. donc c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Ok, non, non, c'est très clair. Et à propos du coup du conseil public que vous faisiez, est-ce que tu peux en dire plus? Parce qu'on c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué l'aspect privé. C'est quoi un peu la différence entre conseiller un État et conseiller une entreprise, toujours en tant que banquier d'affaires, selon toi? C'est compliqué, ça n'a rien à voir, hein. C'est tout Je aussi vois. passionnant, c'est tout Ok, aussi passionnant, mais nous, on a réussi, on a pu faire du conseil souverain et on a réussi à être payé, ce qui est aussi un autre exploit, parce que souvent tu conseilles les bon, gouvernements pour l'honneur, hein. c'était sûrement pas. Hem, très aidé par, évidemment, la personnalité de nos managing partners. C'est-à-dire que, Donald Kaberuka, encore une fois, Lionel Zinsou, Franny Leautier, sont des personnalités qui ont accès, aux chefs d'État partout sur le continent, et qui donc peuvent avoir ces discussions à niveau qui sont nécessaires. Parce que la réalité, c'est que, heu heu, encore plus sur le continent, heu, ces problématiques de conseil souverain, pour qu'elles marchent, elles doivent avoir, le soutien plein et entier du chef d'État ou de la Ok, chef d'État. Sinon ça ne fonctionne pas. Parce que, quand tu viens conseiller, bien souvent, tu viens bousculer. Tu viens bousculer, des inefficiences, tu viens bousculer certains ordres établis, les pouvoirs.
les équilibres de pouvoir entre les ministères, et cetera. Si tu n'as pas, si tu n'as pas l'impératum du chef de l'État, tu pourras faire les meilleures recommandations que tu veux, essayer de les mettre en place, ça ne marchera jamais. Donc c'est très, ça a de ça, de similaire que c'est côté privé. Sur le continent africain, il faut aussi travailler en direct avec les CEO, la CEO des entités. Mais il y a des problématiques en conseil souverain, notamment évidemment des enjeux de pouvoir et politique, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts que que sur la partie privée. Et des tempos qui sont plus longs, j'imagine. et par ailleurs, ça nécessite et ça mobilise des connaissances qui sont très différentes. C'est très compliqué et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tel succès des encore aujourd'hui, hein, des firmes, qui font que du conseil souverain. C'est pas des équipes qui ne font que ça chez Rothschild, chez Lazard, chez Centerview et cetera. Heu, c'est qu'il faut avoir une connaissance profonde quand même des finances publiques, de la D'accord, macroéconomie et cetera et c'est, hormis évidemment tout ce qui est privatisation et cetera, où ça ressemble quand même pas mal, à ce que tu peux faire, sur du conseil privé. Donc c'est vrai que, nous, si on n'avait pas eu ces managing partners là, je ne suis pas certain qu'on aurait pu faire le conseil souverain qu'on a fait. Or, ça représentait vraiment on était à 50-50 en termes de volume d'activité entre le privé et le public. d'accord, Mais si on n'avait pas eu ces managing partners là, les gens seraient pas venus nous voir parce que pour les missions qu'on a faites nous, qu'on fait, heu heu les clients viennent nous voir, soit sur des questions de privatisation ou si c'est les États directement, parce qu'on a accès aux autres chefs d'État. bien sûr. Oui, Donc et donc ça, c'est quand même très particulier et je mets de côté pour ceux que ça intéresse et qui vous écoutent, la partie vraiment, debt restructuring, émission de dette et cetera, qui là, pour le coup, nous, on a toujours fait en partenariat parce qu'on est très proche, de Rothschild, de d'accord, l'équipe de Charbit, heu, parce que c'est un métier très processé, c'est un métier où la marque est très importante et où, la capacité à être successful sur les roadshows, à préparer l'ensemble, et cetera. Et il faut vraiment des équipes focus qui font que ça. OK. Et nous, OK, on a donc décidé c'est tôt, on a non, non, décidé vas-y, je te très laisse tôt. finir. Non, non, mais on a décidé très tôt de faire ça en partenariat avec eux D'accord. et enfin, notamment surtout avec Rothschild, dans l'intérêt de nos clients. OK, OK. Bah, enfin, j'aimerais bien que parce que bon, c'est des métiers qui sont, je pense, assez peut-être compliqués à expliquer, à concevoir. Est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement qu'est-ce que c'est une émission obligatoire pour un État, comment un peu ça se passe, même en quelques phrases pour que nos auditeurs ils puissent un peu comprendre Ah, tu tu et me ça tu peut me fais être passer un entretien d'embauche, en fait, pour ça, c'est ça, en conseil moi voilà, non, pour faire très vite et très simple pour ceux évidemment, parce que sinon c'est du charabia. Bien sûr. Globalement, pour schématiser, c'est pas compliqué. Un État, bien souvent a besoin, au-delà de l'argent qu'il va lever, par l'impôt, par les douanes, et par d'autres sources de revenus, mais plus mineures, il va avoir besoin d'aller prendre de la dette. Il peut aller prendre de la dette, de plusieurs façons possibles, soit à l'intérieur même de son État auprès de certaines banques et cetera, centrales, privées. Mais il peut surtout, aller, chercher de la dette à l'étranger sur les marchés. Et donc, là, ça se prépare, parce que, dans ces cas-là, vous allez émettre effectivement ce qu'on appelle une obligation. Une obligation, c'est un peu un renversement du rapport, heu de quelqu'un qui irait chercher, un prêt, chez son banquier. Pourquoi? Parce que là, vous allez d'abord préparer évidemment, en général une notation parce qu'il faut qu'on sache Mmh. évidemment si vous êtes sérieux, où est-ce que vous vous situez en termes de capacité à lever les impôts, votre macroéconomie et cetera. Donc vous allez être noté d'abord par, une des grandes agences de notation. Quand vous avez fait ce processus, vous allez ensuite, développer, heu, un peu, comme si vous étiez une entreprise privée d'ailleurs, une histoire. Cette histoire, c'est qui on est, vers où on va et à quoi va servir cet argent et en gros, pourquoi du coup, vous pouvez être rassuré sur le fait on va vous rembourser cet Bien argent, c'est sûr. parce qu'on est en train de développer une politique cohérente, une vision cohérente de développement de l'État et cetera. Donc ça, c'est toute une documentation que vous allez développer, qui va vous permettre ensuite de faire ce qu'on appelle en bon français un roadshow, c'est-à-dire qu'ensuite vous allez aller voir les grands bailleurs de fonds institutionnels de ce monde, les fonds de pension et cetera, et vous allez essayer de les convaincre
de, souscrire, du coup, à cette obligation, c'est-à-dire vous donner de l'argent contre évidemment des engagements de remboursement avec un pourcentage d'intérêt, au fur et à mesure du temps. Voilà et Ok, donc c'est, tout comme quand vous allez demander de l'argent à votre banquier, il faut réussir à le convaincre que, vous avez un CDI et que ça va bien se passer, que par exemple vous êtes en couple stable, marié et qu'en plus vous êtes fonctionnaire donc c'est encore mieux et cetera. Bah, pour un État, les mécanismes sont un peu les mêmes puisque, c'est il y a pas d'argent magique et que les fonds de pension eux-mêmes, faut pas l'oublier parce que souvent les gens pensent qu'il y a des grands méchants dans le monde et cetera mais les fonds de pension, ça peut être, par exemple, les gens qui gèrent les fonds de pension des comment on appelle ça? Des teachers du Massachusetts, quoi, bien des sûr, professeurs du Massachusetts et qui, en gros, gèrent, l'argent de leur retraite bien et sûr, donc enfin, j'aimerais bien, c'est un mauvais exemple parce que j'aimerais bien qu'eux, ils prêtent, au Bénin, par exemple. En tout cas, pour ce genre de fonds de pension-là, qui donc, eux, ont des obligations fiduciaires, on leur a confié de l'argent, il va falloir qu'ils le rendent eux aussi avec un rendement. bien Parce sûr. que le le professeur du Massachusetts, certes, il met de l'argent de côté pour sa retraite, mais il veut que ça fructifie. Donc lui aussi, il veut qu'il y ait un intérêt là-dessus. Donc cet intérêt est répercuté évidemment sur le fonds de pension qui lui-même doit vivre, donc payer ses frais de gestion, et cetera et qui va ensuite prêter de l'argent en État. Mm, Et donc il faut qu'il renvoie cet argent parce que lui-même a des obligations, en termes de risque et d'allocation du risque, de mettre de l'argent en fonction des rendements espérés, c'est-à-dire du retour qu'il va avoir sur son argent, bah, sur des choses très peu risquées comme un bon du trésor, justement US ou français, il va mettre de l'argent dans des fonds de dette et puis il peut, dans certains cas, pour certains, mettre de l'argent avec un espoir de rendement un peu plus élevé sur de l'obligation de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Kenya, ok. heu, voilà. Mais il peut pas le faire en dépassant évidemment 5-10 de ce qu'il gère parce que si jamais ça tourne mal, en fonction de la notation, encore une fois, il va pouvoir avoir une allocation plus ou moins grande. Voilà, j'espère que ça a été Non, c'est non, un peu c'est clair, mais c'est non, c'est très clair. Et là, en fait, enfin, là, t'as parlé, par exemple, des fonds de pension des professeurs du Massachusetts, mais est-ce que il y a aussi, et c'est un peu la question qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des acteurs, en Afrique qui peuvent aussi souscrire à ce genre d'obligations, ou même, voilà, on parlait aussi d'investissement dans des entreprises privées, mais aussi, dans des fonds private equity, des fonds de VC, etc. Est-ce que ça existe? Et, alors est-ce que ces acteurs sont nombreux? ça commence. Ça commence, c'est tout petit, par D'accord? rapport à ce que ça devrait être. C'est pour ça que les économies africaines sont très, très faiblement financiarisées, pour plein de raisons, hein. Il y a de l'épargne, hein, contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est juste qu'elle va prendre d'autres formes. Globalement, déjà, les gens ne sont pas bancarisés. Mm, D'accord? Commence à peine. Heu, on a des économies qui sont, en termes d'emploi à 90 informelles en moyenne et cetera. Donc les gens, bon pour beaucoup déjà, il faut déjà réussir à épargner, mais pour ceux qui épargnent, ça va être des mécanismes un peu informels de tontine et autres. Ou alors, ça va être des mécanismes de, j'achète un terrain, et puis en fonction de l'argent que j'arrive à mettre de côté, je monte un mur, 2 murs, un toit progressivement et en fait l'argent va être épargné comme ça. Parce qu'il y a à la fois un problème d'accès, à la bancarisation, qu'on ok, essaie de résoudre par le mobile money et cetera. Puis un problème de confiance aussi, parce qu'il y a un nombre de scandales encore aujourd'hui sur des institutions de microfinance qui sont en fait des schémas de Ponzi et cetera, qui sont pas assez bien régulés et il suffit, qu'il y ait un gros scandale. À l'époque, quand j'étais au Bénin en 2013, il y a eu un énorme scandale comme ça, pour être sûr que pour les 5-10 prochaines années, plus personne va mettre de l'argent, dans la microfinance et je les comprends, en fait. C'est une catastrophe absolue de perdre quand même l'épargne d'une vie à cause de ce genre de fraudeurs, sans mécanisme de remboursement, de garantie de l'État derrière et cetera. Vous avez tout perdu. bien Il sûr. faut se rendre compte de ça. Mm, Donc il y a des raisons très fortes pour ça. Heu heu Par ailleurs, les seuls qui pourraient à peu près avoir de l'épargne à gérer, sont ceux qui, pour des raisons démographiques, sont surnuméraires. C'est le cas de, par exemple, des organismes de sécurité sociale ou les d'accord. cas des justement des fonds de retraite. Pourquoi? Parce que comme les économies africaines sont très jeunes avec des âges médians entre 17 et 20 ans grand maximum, vous avez énormément de cotisants pour ceux qui sont dans l'économie formelle et peu de bénéficiaires. Parce que bien Mm, souvent, malheureusement, les gens meurent avant d'arriver à la retraite et puis de toute façon, il n'y a pas beaucoup de vieux, ok. par un effet de pyramide des âges. Donc ces gens se retrouvent à avoir des surliquidités.
ce dont on rêverait dans des économies plus vieilles, Allemagne, Mm, France, etc., où bien sûr. pour le coup, C'est nous, plutôt c'est trop vieux, l'inverse. pas non, c'est tout Ouais. l'inverse. Et le problème, c'est que ces entités-là ont à la fois jusqu'à présent eu une très 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 faible appétence à l'investissement actif. Parfois même, elles n'étaient pas autorisées à le faire. Et donc, en général, ce qu'elles se contentaient de faire, tout comme les États d'ailleurs, c'est de placer en bons du trésor ou en BAT auprès des banques locales avec un taux Ok, d'intérêt. D'accord? d'accord. Et ce qui est un problème majeur, parce que, enfin, je sais pas si ça t'excite autant que moi, mais c'est un problème majeur Ouais. parce que euh, les banques ont besoin de, évidemment, pour prêter de l'argent, il faut qu'elles aient des fonds propres, il faut qu'elles aient des liquidités. Oui, Quand les liquidités qui sont disponibles, qui sont gérées par les fonds de pension, sont mises à disposition des banques, mais en billets à terme, le problème, c'est que ces banques doivent rémunérer cet argent déjà à 7-8%. ok, Je dis ça en moyenne. bien sûr, bien D'accord? sûr. Et donc, cet argent, pour les banques, c'est de l'argent qui leur coûte déjà 7-8%. Mm, Tu rajoutes leur marge, ouais, et après, ils vont reprêter à l'économie réelle à 13-14%, ouais, 15%. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux qui renchérit totalement le coût du capital aussi. ok, Et donc, ces fonds de pension, les rares qui ont de l'argent, commencent à peine, après toute ah, une phase par ailleurs de scandale, d'allocation n'importe comment dans l'immobilier, l'argent qui a disparu, etc. Ils commencent à avoir une professionnalisation dans certains pays, notamment, tu vois là, en Côte d'Ivoire, ça devient CNSS un des plus gros investisseurs, private equity par ailleurs, du pays, ok, parce qu'ils commencent à avoir sur une poche de ce qu'ils gèrent une vraie volonté, une thèse d'investissement dans l'économie locale, etc. Un peu de diversification à l'international pour gérer quand même les risques. Il y a des assureurs un peu qui commencent à s'y mettre, mais on est au tout début de ça. En ok, fait, on est au tout début de ça, et c'est bien ça la problématique, c'est que il y a un énorme problème de liquidité, et donc ces économies africaines sont asphyxiées parce elles sont pas assez financiarisées. Et donc, d'accord. à partir de là, tu n'as pas accès, et tu le vois bien, puisque les gens n'ont pas accès à du capital, n'ont pas accès à Je du sens. crédit. Et donc, en fait, ça asphyxie toute l'économie. Les entrepreneurs, évidemment, mais aussi les ménages. Parce que quand Oui, tu veux emprunter pour acheter une maison, pour acheter un bout de terrain, pour qu'on a même acheter un appartement, tu n'as pas accès à ce qu'on peut développer évidemment dans des pays plus riches, et avec des emprunts à 20 ans, 25 ans. mm, Ça n'existe pas. Et quand une banque va te prêter pour acheter un bien immobilier, elle va te demander en garantie parfois trois fois le montant du prêt. Donc en fait, ok, c'est donc en fait, impossible à. ah oui, tu oublies en Ouais. fait cet accès-là à la dette dans ces Ok, économies. Ce qui fait du coup que bah, les projets sont asphyxiés, les gens renoncent à ces projets ou alors doivent faire par eux-mêmes, mettre de l'argent de côté, mobiliser la famille. Et si pendant ce temps-là où tu as mis de l'argent de côté, bah il y a eu un cambriolage, tu as tout reperdu. Bah, tu vois, et tu recommences mm, systématiquement le même. Et donc c'est à ça qu'on assiste en ce moment. C'est heureusement grâce à la fois à des grands ensembles bancaires qui sont en train de se constituer sur le continent, qui commence à redescendre vraiment et pas se contenter uniquement de servir les grandes entreprises formelles et l'État, et qui essaie de redescendre dans l'économie vers les ménages, etc. Par le bas, par les institutions de microfinance qui se professionnalisent et qui deviennent justement, qui peuvent monter et avoir et prêter des montants plus importants. bien sûr. Et par ailleurs, le mobile money qui vient beaucoup aider notamment l'informel, on commence à avoir, et on le voit dans les économies les plus avancées du continent, cette financiarisation qui se met en place et qui fait un bien fou en fait. Parce que Ok, toi, quand tu as un boulot dans l'informel, que tu es mécanicien, je sais pas où, là, à Tananarive par exemple, t'as pas de compte en banque, t'as pas de fiche de paie, t'as rien. Mais que ton boss, il accepte quand même de pas te payer en cash, parce que c'est une aberration de payer en cash. bien C'est sûr. hyper dangereux. Et surtout, t'as pas de traçabilité de l'épargne. Donc, si Mm, ton gars, il accepte de te payer en mobile money, et bah, du coup, ton opérateur mobile money, il peut voir que tous les mois, depuis 6 mois, depuis un an, tu as t'as de de l'argent l'argent qui qui arrive rentre sur là. ton compte. Ok, Et que donc,
ça va t'ouvrir grâce évidemment pas à un opérateur qui est derrière un guichet qui coûte hyper cher dans une banque où tu n'oseras jamais aller, mais grâce à des algos et du coup un crédit risque un score qui va être fait sur toi, ça va t'ouvrir le droit à un premier petit crédit. Et ainsi de suite. Si tu rembourses ce crédit dans les temps, boum, tu auras accès à un autre montant. Mm. Donc petit à petit, on essaye de desserrer cet étau du court-termisme, de ces Ok, économies, de cette épargne en fait qui existe mais qui n'est pas du tout mobilisée, tu vois, pour pouvoir libérer justement le potentiel de croissance de ces économies. ok. Voilà. Oh non, non, mais c'est très, très, très intéressant. Et moi aussi, ça me passionne vraiment. Bon, là, je vois que ça fait à peu près 53 minutes qu'on enregistre. Je voulais passer un peu sur la suite de ton parcours et sur le poste que tu occupes actuellement. Du coup, chez Axian en tant que CEO d'Altera. Donc, comment un peu s'est construite ta relation avec Hassan Eridji? Est-ce que tu le connaissais avant d'arriver chez Altera? Et comment, du coup, tu as fait ce switch un peu entre Southbridge et Altera? Ouais. Alors là, je fais un disclaimer tout de suite, c'est que vous avez vu que j'ai déjà, bon, j'ai une estime infinie pour Lionel Zinsou et elle est du même niveau pour Hassan Neridji que j'ai eu la chance de croiser il y a maintenant 6 ans, Ok, au moment où il était vraiment au début de l'ascension très très forte qu'on connaît aujourd'hui, par un mélange de leadership, de vision, d'énergie, d'intelligence. Que j'ai rarement rencontré à ce niveau-là sur le continent. On a évidemment travaillé pour d'autres conglomérats et très impressionnants, mais là, il y a quelque chose, je trouve, de vraiment particulier, quoi. Et donc, j'ai accompagné, moi, sur toute la partie au départ, acquisition sur le continent, parce qu'ils ont évidemment énormément grandi, ils sont présents aujourd'hui dans 19 pays sur le continent. Donc j'ai accompagné là-dessus et très tôt sur des problématiques que j'ai évoquées plus tôt qui me sont chères, c'est-à-dire des problématiques d'impact et green, où j'ai beaucoup aidé aussi à structurer une société qui est maintenant le plus gros opérateur de mini-réseau en Afrique qui s'appelle WeLight, qui a commencé à d'accord, Madagascar et qui est maintenant présent au Mali et au Nigeria, qui change radicalement la vie des gens dans le rural en apportant la brique numéro un avant les routes, qui s'appelle l'électricité. Je veux dire, c'est ce qui est juste incontournable pour pouvoir se mettre sur le chemin de l'émergence. Et donc, on a noué cette relation, cette confiance très tôt. J'ai accompagné le groupe sur toute sa décarbonation, parce que c'est quelque ok, chose qui est très important pour Assenergy, c'est l'impact positif que son groupe amène sur le continent, c'est d'être un vrai partenaire du développement du continent, d'être aux côtés des États et des populations pour être sur cette trajectoire d'émergence. C'est vraiment ce qui l'anime tous les jours. Et donc, on a d'abord réfléchi à comment réduire l'intensité carbone de ces activités, notamment sur la partie énergie qui était historiquement très carbonée, mais c'est normal, tout le continent l'était. Production d'électricité avec des hydrocarbures, premier réseau de stations-service à Madagascar, etc. Et comment pivoter progressivement, parce que l'objet, c'est pas de tourner le dos aux hydrocarbures, c'est une énergie de transition nécessaire pour le continent, mais comment embrasser le plus tôt possible tout le potentiel de développement apporté par ces énergies renouvelables dont les coûts ont chuté en 10 ans de 90%, et qui d'accord, donc rendent possible des choses qui étaient inimaginables il y a encore 5 ans, même 3 ans. Ça va à une vitesse folle. Et donc, comment préparer le groupe à ça? Parce que les problématiques énergétiques, on les retrouve dans les télécoms, on les retrouve évidemment dans le cœur, le cluster énergie, on les retrouve aussi sur l'immobilier parce que les problématiques énergétiques de consommation des bâtiments sont essentielles. Quels matériaux on utilise, la circularité de tout ça, les matériaux locaux, mieux penser les bâtiments, on retrouve ça. Sur la partie services financiers, quelle est l'empreinte de nos activités en services financiers? Parce que le digital, le mobile money, etc., c'est des data centers derrière. Comment on fait pour que ces data centers puissent tourner avec des énergies renouvelables? Donc on a vu tout ça. La transformation du groupe est époustouflante ouais. depuis 4-5 ans là-dedans, et c'est ce qui Mm. fait en grande partie son succès, c'est d'avoir épousé ça très tôt par la vision d'Hassan Eridji. Et on a eu cette discussion en parallèle depuis longtemps qui était, OK, le climat, c'est fondamental, mais il y a une brique qui est tout aussi importante et qui pour l'instant n'est pas assez traitée et qui est pourtant totalement consubstantielle, c'est la biodiversité et c'est le capital naturel du continent africain. Évidemment Ok, mondial, mais africain. Et là-dessus, on a eu ces discussions très tôt de savoir comment on pouvait faire pour que, évidemment, sur les activités du groupe, on essaie de réduire l'impact au maximum, l'impact négatif sur la nature, sur le climat de ce qu'on fait.
mais on a quand même un impact. Et Mhm. par ailleurs, en parallèle, par des faits à la fois d'extrême pauvreté et aussi de développement, le capital naturel des États africains est quand même sacrément chahuté. Ok, Et donc, comment on fait pour contribuer positivement à ça, essayer de le restaurer, mais avec un modèle qui serait un modèle vertueux, avec un modèle économique, parce que si on se repose sur des subventions, qu'on attend les subventions, etc., il ne se passera jamais rien. bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit dans nos discussions, évidemment, Altera, c'est-à-dire mettre en place un acteur qui devienne un opérateur continental, développeur opérateur de projets carbone, donc de reforestation à grande échelle, à la fois forêt sèche, forêt humide, mangrove, mais aussi qui récupère des concessions ou qui rachète des forêts primaires pour les protéger. Mhm. Et c'est ce double modèle, c'est sur ces deux jambes qu'on marche chez Altera. Et on a la chance d'avoir un groupe derrière qui nous aide sur, évidemment, en apportant toutes ces activités au service de ça, et qui vient financer cette activité sous une forme qui ressemble un peu à 1% pour la planète. Toutes les entités du groupe viennent financer ça de Ok. manière obligatoire, et ils y consentent avec grand plaisir parce qu'ils sont fiers de contribuer à ça. Donc c'est toute cette discussion-là de structuration qu'on avait depuis longtemps. Et en fait, l'année dernière, il est revenu vers moi comme il sait faire. Il m'a dit, écoute, Quentin, c'est bon, on y va. Je lui ai dit, bah super, je t'accompagnerai, etc. Il dit, bah non, non, mais en fait, tu vas le faire. Je dis, oui, oui, bah oui, je vais venir pour t'aider, etc. Non, 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 il va dire, non, non, c'est toi qui viens et qui va le mettre en place. Et, et là, je lui ai dit, mais non, écoute, je suis mon boss veut que je dirige le bureau de Paris. Ça fait longtemps, ça faisait 4-5 ans que je suis rentré en France. Moi, je vais absolument retourner sur le continent, mais lui, il ne voulait pas parce qu'il voulait que je continue à diriger le bureau de Paris. Et là où à chaque fois il a un coup d'avance, il m'a dit non, mais j'en ai déjà parlé avec Lionel. Tout est réglé. Tu pars dans 2 semaines. Et donc il Ok. m'avait fait, voilà, il avait déjà tout verrouillé avant même que je sois au courant. Mais j'étais victime consentante, hein. Et Mhm. donc c'était négocié. Et donc c'est comme ça que je suis parti en détachement du coup de Southbridge pour m'occuper de kickstarter toute cette nouvelle division dans le groupe. Et c'est pour ça que je suis désormais basé à Tananarive, où Mhm. on gère déjà à peu près 16 000 hectares et D'accord. que on va on va doubler l'année prochaine en sortant par ailleurs de Madagascar, en allant dans d'autres pays de présence du groupe, parce Mhm. que comme dans tout ce qu'il fait, Hacène a une ambition et une volonté débordante. J'imagine, Et j'imagine bien. donc voilà, on a une grande incitation, si ce n'est une grande pression, pour aller vite et réussir, et tant mieux. Donc on est en train de constituer une super équipe. On a de la chance. Il y a des gens et des talents exceptionnels à Madagascar déjà pour commencer. Et par ailleurs, et c'est ça qui me frappe le plus, le groupe Action maintenant a une espèce de goodwill incroyable. Je crois qu'il est vraiment maintenant identifié parmi tous ceux qui s'intéressent au continent africain, et Mhm. même un peu plus. Et je l'ai vu récemment quand je suis allé au Africa Day à Sciences Po, Bien sûr. où on a été ensevelis de candidatures plus excellentes les unes que les autres. Et ça, c'est du coup la boucle en quelque sorte par rapport au début de notre discussion est bouclée, puisque contrairement à il y a 13 ans où les gens confondaient Bénin et Berlin, même si j'aime beaucoup Berlin, hein, je recommande à tout le monde d'y aller, euh, 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 il y a quelque chose de majeur qui a changé, puisque je crois que maintenant, beaucoup de gens, non seulement des binationaux, nationaux africains, etc., euh, des plus grandes écoles avec les meilleures expériences, ont envie de rentrer, ont envie de se mettre au service du continent. Et honnêtement, ça ne marchera pas autrement que comme ça. Mhm. Faut pas se flouer. Mais par ailleurs, je vois aussi des talents du reste du monde avoir très envie, non pas parce que je sais pas quoi, ils auraient envie d'exotisme ou je sais pas quoi encore, mais vraiment parce que par opportunité, ils sentent que, encore une fois, le continent est devenu une région du monde, le continent africain, où on pouvait développer des carrières de premier rang et où les opportunités étaient immenses, pardon, surtout pour les ambitieux qui voulaient avoir des carrières rapides. Et je crois que ça, D'accord. c'est vraiment un fait totalement nouveau qui m'a particulièrement frappé lors de mon dernier passage à Paris. À Paris. Ok. Et enfin, j'aimerais savoir un peu plus, un peu plus toi personnellement, comment tu te sens. C'est quoi un peu la vie à Madagascar? Est-ce que parce que
du coup, comme tu nous as dit dans le podcast, tu as vécu dans pas mal de pays d'Afrique, au Bénin, et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne et Ouais, Bénin, centrale. Kenya. Ok. Ouais. Et c'est quoi la vie à Madagascar un peu? Est-ce que c'est très très différent des d'autres pays que t'as pu faire? Et aujourd'hui, comment se structure un peu l'économie sur place? Ouais. Ah, on peut en parler pendant des heures, ça aussi. Bon, on va faire plusieurs épisodes alors, mais c'est très différent. Ok. C'est très différent pour plein de raisons. C'est très différent parce qu'en fait, ici, tu n'es pas totalement en Afrique, pas totalement en Asie déjà. Mm, Il y a des traits communs évidemment, etc., mais c'est quand même très différent. C'est très frappant parce qu'il y a des talents exceptionnels. Vraiment, ça, ce qui me frappe, c'est dès que les gens ont accès à un minimum de formation de qualité, ont des moyens, il y a, enfin, dès que tu grattes un peu à Madagascar, il y a, tu vois, il y a du caviar qui est fait à Madagascar d'un niveau exceptionnel. C'est un artisanat mais époustouflant. Heu Personne ne sait que tous les carrés de soie Hermès, Vuitton, enfin tout ça, en fait, les roulottages qui sont une opération extrêmement précise et cetera, sont faits à Madagascar. Donc dès que tu grattes, tu trouves des choses extraordinaires. Mais ce qui frappe beaucoup quand tu arrives, du Kenya et même du Bénin et cetera, à l'époque, hein, c'est que c'est la très grande pauvreté. C'est-à-dire ok. que le PIB par tête ici est quand même 2 fois, inférieur à celui du Bénin à l'époque. Ok. Donc c'est encore plus aujourd'hui et le PIB par tête à Madagascar régresse, D'accord. contrairement aux autres pays parce que la croissance est trop faible par rapport à la croissance démographique depuis trop longtemps et je vais te dire, il y a une pauvreté monétaire dans le rural qui est étourdissante. C'est-à-dire que, hem, dans le nord, heureusement, la nature est plutôt généreuse et donc les gens arrivent à s'en sortir. La vanille aide, les gens meurent pas de faim, et cetera. Mais le sud, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, ce qui est très dur ici à Madagascar, c'est de gérer cette frustration parce que Mm, tu ne peux pas accepter, c'est inacceptable, tu ne peux pas accepter cette pauvreté. mm, Elle est acceptable quand tu es dans des phases de croissance et d'émergence parce que tu te dis il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on pense mieux les politiques publiques pour avoir des filets de sécurité, et cetera. Mais là, on n'en est pas là. Là, on est vraiment dans un pays qui, par rapport aux trajectoires que tu peux connaître en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, etc., est vraiment, est vraiment dans l'ornière. Et c'est ok. ça qui est très difficile à accepter, c'est qu'il y a ce mélange à la fois de talents incroyables Mm, et ces problématiques accumulées, historiques de gouvernance, etc., on peut en parler pendant des bien années, sûr. mais qu'il faut qu'on en arrive à une situation, enfin, il faut se rendre compte, hein, parce que tu as peut-être suivi ou non, mais donc il y a eu des mobilisations en septembre-octobre, J'imagine. mais tu as des quartiers entiers de la ville qui n'ont plus d'eau depuis 2 ans. Mm, Tu as des coupures d'électricité incessantes. Les gens ont parfois 1 heure d'électricité, mais dans la capitale. Je te parle même pas du ouais, bien sûr, rural. ouais. Il y a une, il y a vraiment une faillite pour l'instant des services publics essentiels qui est franchement criminelle. Parce Mm, que les gens ne se rendent pas compte. Enfin, si, s'en rendent compte ceux qui vivent ça, mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Quand il n'y a pas mm, d'hygiène, il y a des maladies. Il n'y a pas de dignité sans eau. ouais, ouais. Quand il n'y a pas d'électricité, tu t'éclaires à la bougie. Et encore récemment, j'ai une histoire, bah voilà, éclairer à la bougie sur les coucher, ils ont brûlé une bougie, la maison a brûlé, il y a eu 2 morts. Mm, Bah, les conséquences, elles sont immédiates. Je parle même pas de, évidemment, de tout ce que ça veut dire économiquement, en oui, termes de oui, croissance, etc. Mais voilà. Et donc, tout ça, c'est inacceptable. Et on a suivi, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, le courage, hein, des générations des Gen Z qui se sont mobilisés pour faire bouger les lignes, etc. Mais voilà, c'est vraiment Madagascar, c'est un pays d'une beauté incroyable avec un peuple extraordinaire et on a envie et qu'il trouve sa voie mm, d'émergence, il le mérite. Et on a envie de l'accompagner là-dedans. Donc nous, à travers les projets du groupe Action, on fait le maximum, apporter l'énergie en rural. Maintenant, avec les projets carbone, restaurer le capital naturel, reforester, monter des projets avec les communautés, parce que si tu montes pas de projets avec les communautés, elles couperont les arbres que tu vas faire pousser, parce qu'elles bien en ont sûr. besoin pour faire de l'argent, faire du charbon de bois, etc. Donc ça veut Mm, dire que de toute façon, on est obligé de les embarquer systématiquement. Donc tout ça, ça va apporter la différence dans les zones où on travaille. Mais c'est à l'échelle d'un pays qui est grand,
ce qui fait la taille de la France et du Benelux, quoi. Il fait à peu près 600 000 km², un peu moins, 550 000 km², et qui n'a pas d'infrastructure, tu vois. Les Mm. routes sont dans un état déplorable, etc. Et donc, c'est voilà, c'est là où les gens, je pense, enfin, ceux qui sont très loin du continent, ne se rendent pas bien compte de la diversité, mais immense, et de l'écart sans nom qui existe aujourd'hui entre, entre un Kenya et Madagascar. Ouais. Tu, 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 Quand tu arrives de Tananarive et que tu arrives à Nairobi, tu arrives dans une mégalopole mondiale. Mm. À Tananarive, tu es dans malheureusement, une ville, un petit village saturé, sans infrastructure de base, d'un pays qui est en extrême pauvreté. Mm. Donc ces écarts-là, en fait, je veux dire, Non, on se rend les pas gens ne rendent forcément pas compte. compte, ouais, c'est vrai. Non, mais Mm. vraiment. Et donc voilà. Ouais. Donc nous, en tout cas, le but, c'est mettre toute notre énergie, toute notre volonté au service du pouvoir, pardon, de la communauté et du peuple malagasy, quoi, pour leur permettre de trouver cette voie d'émergence, quoi. Mm. Enfin, voilà, pour la jeunesse, pour tous ces jeunes qui sont là, qui parfois même on peut même pas accéder à l'éducation, on doit absolument, enfin voilà, on se lève tous les matins hyper motivé pour ça, quoi. Ok, non, mais c'est très clair. Au niveau des actions faites pour les populations, ça passe par quoi? De la communication, des actions, on va dire, dans les quartiers, dans les villages. Alors, Comment il y a plein de ça se choses. Comment ça se fédère sur le bureau? structure? Alors, dans le groupe Action, tu as une fondation déjà, qui est pareil abondée par toutes les entités du groupe, et qui, elle, est spécialisée sur une chose. C'est des spécialistes de la construction d'écoles partout au Madagascar. Tu vois, l'année dernière, ils en Ok. ont construit 250, et des écoles de qualité. Et après, ils font attention à ce qui est des professeurs qui sont accompagnés, qui sont bien payés, etc. Mais public, hein. C'est pas un réseau Mm. privé, hein. C'est au bénéfice de l'État malagasy. Des centres de santé de proximité aussi. Et ils ouvrent maintenant, ils ont ouvert un centre pour aussi les sans-abri, les orphelins, etc. dans Tana. Donc ils essaient évidemment, ça c'est de la philanthropie pure. Ensuite, il y a la partie accès à l'énergie. Donc là, c'est WeLight et c'est Mbalik sur les kits individuels, les Solar Home System. Et ça, c'est un peu partout dans le rural. Là, c'est vraiment apporter le service de base, l'énergie de qualité à un prix raisonnable pour permettre aux gens de lancer des business, de s'éclairer le soir, d'étudier, de sortir de la sécurité qui est causée par le manque de lumière, etc. Ça, Bien c'est sûr. WeLight. Et après, nous, Altera, on devient en fait en quelque sorte un acteur du développement local, parce que si là où on opère, on permet pas aux populations de gagner de l'argent autrement en coupant des arbres, en faisant du charbon de bois, on a perdu. On ne pourra jamais faire Ouais. nos projets carbone et vendre nos crédits carbone ensuite à des acheteurs internationaux. Donc, on est obligé de structurer des filières avec elles. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire regarder si parfois il est plus opportun de commencer à faire du miel, par exemple. Donc, fournir Mm. des ruches, etc., pour ensuite structurer une filière miel. Huile essentielle. Donc, ils font pousser certains types de plantes, de variétés, du géranium ou du girofle. Et qu'ensuite, on met en place un alambic pour produire de l'huile essentielle, ce qui leur fait des revenus. On les forme à des pratiques agronomiques. On va mettre en place par ailleurs dans les villages, là où on a des projets, les infrastructures de base. On fait arriver l'énergie, justement en faisant venir WeLight. On essaye évidemment d'embarquer les communautés dans une trajectoire de développement avec nous, Ok. parce que les projets carbone, leur seule assurance aujourd'hui pour qu'ils marchent, c'est d'embarquer les populations. Bien sûr. Et donc, même si tu t'en avais rien à faire des populations, si tu veux que ton projet carbone marche, tu n'as pas le choix. De toute façon, les certifications te contraignent à ce qu'un certain pourcentage de tes revenus aille directement au bénéfice des communautés. Et même si ça, tu essayais de tricher, tu voulais pas le faire, si tu le fais pas, de toute façon, elles habitent sur cette terre, et elles gagneront contre toi. Donc soit tu Mm. gagnes avec elles, soit tu Ça, perdras. tu gagneras pas. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est assez straightforward. Et Mm. c'est pour ça que c'est un peu l'aboutissement de tout l'engagement du groupe Action en termes d'impact à la fois social, environnemental et climatique, qui vient se matérialiser, c'est voilà, Mm. dans cette dernière brique qui est Altera. Ok, ok. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Merci pour toutes ces insights, Quentin.
Pour un peu finir ce talk, j'aimerais te poser quelques questions, voilà, un peu plus rapides, sur lesquelles tu pourras répondre en quelques phrases. Mais la première question que j'aimerais te poser, voilà, tout à l'heure, tu parlais aussi de l'Afrique AD, de la mobilisation des jeunes et de leur intérêt grandissant un peu pour les postes en Afrique, même pour ceux qui sont nés et grandis ici. Ouais, Quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui étudiants, peut-être, qui souhaitent rentrer sur le continent, ouais, en quelques ouais, phrases? carrément. Ah, écoute, j'ai la chance d'être contacté minimum 1 à 2 fois par semaine Oui, sur ces j'imagine. questions-là, donc je suis échauffé. Moi, ce que je dis, hein, très brièvement, c'est le continent a besoin de vous. Donc, de toute Mm, façon, cette énergie, il faut la garder forte, il faut la cultiver, mais il faut pas y aller n'importe comment. Parce que c'est des économies émergentes ou malheureusement parfois en voie de développement complexes et qui, si on les aborde pas bien, peuvent faire mal. Parce que justement, sont pas structurés. Donc j'ai vu beaucoup, notamment là, c'est pour les plus vieux, mais des gens qui ont eu toute une carrière en Europe, revenir dans leur pays d'origine avec leur épargne et se faire plumer, quoi. Mais plumer mm, sévèrement, hein, mais vraiment et tout perdre. Ils ont vendu leur appartement qu'ils avaient acheté durement, je sais pas où, à Lyon ou à Marseille ou je sais pas quoi, et mettre cet argent, lancer un business au Cameroun, au Gabon, j'en sais rien, et tout perdre. Parce que ce n'est pas facile. Donc le conseil que je leur donne, c'est si vous pouvez, essayez le plus vite possible, déjà, de confirmer que vous avez vraiment envie de retourner sur le continent, donc de vous faire une expérience sur le continent. mm, D'accord? Un stage de 6 mois dans telle ou telle entité qui cherche, il y a en permanence des offres, etc. Par ailleurs, essayez d'aller dans les meilleures entreprises, institutions, organisations dans le pays où vous êtes actuellement pour vous former, pour obtenir vraiment les compétences dures qui vont vous permettre ensuite, évidemment, de les mettre au service des mm, économies africaines. Et bien sûr. ensuite, si vous avez la chance d'avoir une nationalité européenne, le VIE me semble être vraiment un super instrument Ok. pour avoir cette première expérience sur le continent. Il y a de plus en plus d'offres de VIE, donc Mm, faut pas hésiter, faut aller regarder. Alors c'est très compétitif, hein, ça c'est certain, mais c'est un super instrument. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter directement les entreprises qui vous font rêver sur le continent. ok. Parfois, pas hyper actifs, proactifs sur le recrutement, etc. Et parfois, notamment, je pense aux stages, mais aussi après pour les offres d'emploi, contactez les gens qui travaillent dedans, dites-leur à quel point vous êtes motivé, pourquoi vous avez envie de venir, etc. Ça va Mm, vous ouvrir des voies. Et je le dis souvent, et je crois que j'en suis la preuve aujourd'hui, globalement, les gens aiment bien raconter leur vie. D'accord? Donc, euh, euh, si vous contactez les gens, n'ayez pas peur, vous contactez 10 personnes que vous connaissez pas. Il y en a 8 qui vont pas répondre. Il y en a 2 qui vont vous répondre. Un gentiment et un qui va vous insulter. Mais le gentiment, ça suffira à vous ouvrir la prochaine porte. Vous ok, voyez? ouais. Et Mm, donc ça, il faut pas, il faut vraiment pas là-dessus se censurer. Les opportunités, faut aller les chercher. Personne va vous les offrir euh, spontanément. Ce n'est pas vrai. Donc, allez les chercher. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de gens sympas que vous ne pensez, et ça va vous ouvrir vraiment un champ des possibles que vous imaginiez pas. Donc, le plus important, gardez cette énergie. Si vous avez cette petite voix en vous qui vous dit que vous avez envie de retourner sur le continent, évidemment, moi, je vais pas vous dire que c'est une mauvaise idée étant donné ma carrière. Cultivez-la et prenez le temps, parlez à plein de gens, prenez des mm. informations, et je suis certain que ça va marcher. Ok, non, mais pour la petite anecdote, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand je suis rentré en école, et c'était en 2019, bah, j'ai commencé à faire ça aussi, à contacter des gens, appeler des gens, etc. Et t'étais une des personnes qui m'avait répondu, on s'était appelé, je crois que c'était en 2019-2020. Bon, je sais pas si tu te rappelles, Bien mais, sûr, bien sûr. euh, mais non, ça m'avait voilà, donné beaucoup d'insight. À l'époque, je m'intéressais à peine à la finance et à ce que vous faisiez chez Southbridge, donc ça m'avait beaucoup aidé. Et par ailleurs, aussi autre chose, parce que moi j'essaie de m'appliquer cette règle, et justement par rapport aux 8 sur 10 qui répondent pas, essayez vraiment, vraiment, dans la mesure du possible, hormis catastrophe de vie, des moments un peu compliqués, de systématiquement répondre à tout. Mm, D'accord? Même si c'est non, vous répondez au message, vous dites non, j'ai pas le temps, non, je suis pas intéressé, mais répondez, par pitié. mm, Parce que vraiment ça, c'est quelque chose que je déplore beaucoup. Il y a malheureusement trop de gens qui ne répondent pas à leurs mails, ne répondent pas aux messages. Et je suis désolé, mais quand vous avez quelqu'un qui a pris le temps de vous contacter,
Je trouve que c'est un manque de respect immense. Mmh. Vous avez toujours les 2 secondes pour dire non et c'est pas grave, il faut savoir dire Non, non, bien sûr. mais ça permet à la personne de voilà, c'est une forme de respect et c'est pas grave, la Mmh. personne se dira: «Bon, bah, j'ai pas eu la bonne approche, peut-être pas au bon moment», mais il faut le faire. Donc essayez OK. dans la mesure du possible de vous appliquer cette règle. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Et peut-être enfin 2 dernières questions que moi j'avais pour toi, c'est au Quentin de il y a peut-être qui sort d'école, qui arrive à Cotonou, qu'est-ce que tu te dirais, quel conseil tu donnerais pour justement faire la carrière Non, que tu as maintenant? non, écoute, je dirais garde la même énergie parce que ça, en fait, c'est le plus important. C'est cette Mmh, cette énergie intérieure qui te pousse, le matin à te lever, à être curieux et cetera et ça, faut le cultiver absolument. C'est ce qui fait la force parce que c'est pas le la quantité de connaissances et cetera qui fait la force. La première force, c'est cette énergie, hein, que tu vas insuffler dans ce que tu fais, que tu vas, communiquer aux autres et cetera. Donc ça, garde-la et après, j'ai envie de lui dire, sois rassuré parce que plus tu vas avancer, plus c'est génial et notamment c'est génial pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans la nuance des choses. mmh, Donc partant de cette grande envie évidemment de bousculer, de sortir, de pouvoir incarner un autre rapport entre en tout cas moi c'est ce qui me faisait bouger, entre la France et le continent africain, de montrer qu'il y a d'autres partenariats possibles qui sont dans le respect mutuel, dans la collaboration et cetera. J'avais évidemment toute cette colère par rapport à un passé détestable, on va pas revenir dessus, entre la France et le continent et j'ai envie de lui dire: «Tu vas voir, c'est génial parce que plus tu vas avancer dans, ce que tu fais, plus tu vas rentrer dans la nuance des choses, la connaissance et la complexité et plus tu vas t'amuser» et OK. en fait, peut-être du coup, je lui dirais: «Attention à cette petite pointe d'impatience, mais qui est normale, qui est légitime Bien avec sûr. l'âge, quoi, parce que tu es obligé de passer par une phase au départ où, bah, tu vas bûcher dur, quoi. Tu vas Mmh, bûcher dur, tu vas faire des très longues heures et cetera. Mais c'est formateur, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite avoir un peu plus d'épaisseur et je pense être en mesure d'apporter plus au continent. Donc voilà, OK. voilà ce que Non, je c'est très dirais, cool. en toute humilité. OK. Et du coup, ma dernière question, je sais que t'es un peu fan de foot, que tu suis beaucoup le foot. Oh là là, faut pas me lancer là-dessus non plus là, on est reparti sur un 8e épisode là. Non, il y a la CAN qui commence dans quelques jours, la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu as un petit favori pour nous ou deux, trois Bah qui... écoute, c'est compliqué alors comme là où Ah, je je vais suis être ici mouillé là. évidemment. Évidemment, non, il y a tellement d'équipes que j'aime. Alors évidemment, j'aimerais beaucoup, que le Bénin fasse un parcours formidable, on verra. Déjà, ils ont changé de nom, donc ça, c'est pas mal. Parce que les écureuils, je sais pas si c'était très guerrier quoi pour aller sur ce genre de compétition. Je pense que les favoris, bon, on le sait, c'est quand même le Maroc, hein, parce qu'ils ont une équipe qui est, je pense, c'est à un moment de maturité avec des talents assez extraordinaires. Mais c'est ce qui est génial dans une CAN, c'est qu'en plus, en recevant à domicile, ils vont avoir une pression énorme et qu'il y a, Ouais, c'est je ça. pense, des équipes qui peuvent faire des parcours très surprenants. Bon, ouais, Côte d'Ivoire, c'est Sénégal, on sait, etc. Mais en fait, je vais te dire, j'ai un regret, c'est, de pas pouvoir y aller puisque je pense que ça va être une fête formidable. Je pense que le Maroc a vraiment à cœur, de l'accueillir comme il se doit et voilà et je pense qu'il faut faire la démonstration au monde aussi que ça y est quoi, il y a plus de débat. Heu, Mm. c'est une compétition qui est maintenant de premier rang, à la fois dans la qualité de l'organisation, dans le football, qui est déployé quoi et que ça va être une Super fête fête, ouais. géniale. Alors ici à Mada évidemment, c'est extrêmement suivi, il y a une ferveur incroyable donc Ok. ça va être aussi une très grosse fête ici avec une équipe très, 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 très attachante et qui a toujours joué, historiquement avec, beaucoup de cœur. Ok. Non, mais merci beaucoup en tout cas pour ces insights et bah j'ai hâte que Et ça j'oublie le commence aussi. Nigeria aussi, le Nigeria Ouais, qui a une Nigeria, équipe c'est vrai. incroyable aussi. C'est vrai. Enfin bon, voilà donc en tout cas ça va être, on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais, il y a beaucoup de prétendants en tout cas. Ah ouais, ouais, non, non, c'est génial. Mais le niveau est maintenant extraordinaire et puis aussi, tu vois, c'est très important, c'est le niveau des infrastructures.
Mm, Tu vois? Parce que jusqu'à présent, c'était quand même aussi un frein pour la qualité du football qui bien était sûr. déployé, à la fois dans la préparation des joueurs, l'accueil des joueurs, tu vois? Que ce soit dans les meilleures conditions et puis, l'infrastructure dure, le terrain, quoi, tu vois? Mm, Et là, maintenant, on atteint des niveaux qui sont sur les standards internationaux dans les pays d'accueil et bah, du coup, il y a plus de limite, tu vois? ouais. Qualité de l'arbitrage et cetera, donc on va avoir une très, 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 très belle compétition et connaissant, étant assez proche, des amis, de mes amis marocains qui organisent ça, ils ont mis, vraiment les bouchées doubles quoi pour que ce soit une très belle fête. Ok, bah on a hâte de suivre ça. Euh, on arrive au bout de notre talk. Je te remercie Quentin pour ton temps, pour toutes ces insights que tu nous as apportés, pour aussi voilà, les anecdotes et aussi ta Ah, de rien, de disponibilité. rien. Je vais te dire un dernier truc, Franck. Mm, Peut-être un petit conseil aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, le foot, ça m'a toujours servi partout où j'ai habité sur le continent, à nouer des liens que j'aurais pas noués autrement, par le travail ou évidemment où tu es aspiré par un certain milieu social, etc. Le foot, ça a de génial que partout où tu habites, bah, tu te pointes au terrain du quartier et tu vas pouvoir avoir d'autres relations, rencontrer d'autres personnes mm. et ça, je pense, c'est une très, très grande richesse aussi donc le foot et le sport en général, Ouais, pour tous ceux qui retournent sur le continent, qui y sont déjà depuis peu et cetera, pousser les portes, des terrains, des gymnases et cetera parce que c'est aussi une façon, je pense de vivre, dans le pays pleinement et de faire des rencontres, géniales, quoi. Non, non, mais on le voit nous aussi. Et puis même, je l'ai vu quand j'ai parlé de foot, t'as directement souri et tu t'es dit, oula, c'est quoi cette question? Donc, non, je sais que c'est un vecteur social assez important. Et puis même, enfin voilà, quand on connaît pas quelqu'un, etc., qu'on arrive dans un milieu qu'on connaît pas, je trouve que ça permet toujours de créer des liens assez facilement. Voilà, le foot et même le sport en général. Ah ouais, ouais, exactement. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Franck, en tout cas. J'espère que ce sera utile à quelques-uns, quelques-unes. Et puis n'hésitez pas, mes contacts sont en Mm. ligne, vous retrouverez facilement. Ravi de prolonger la discussion. Ok, bah on mettra tes contacts en description. Voilà, je remercie tous les auditeurs pour votre écoute et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Toi aussi, Quentin, à toi et à toute ta famille. Oui, très bonne fête à tous, évidemment, et que la prochaine année nous apporte un tout petit peu plus de paix au niveau mondial, parce qu'on en a besoin, de calme, de sérénité et évidemment de réussite professionnelle pour tous ceux qui nous écoutent et bien Bah, au-delà. merci à tous et j'étais ravi de faire ce podcast avec toi, Quentin. Merci à tous. Ouais, à bientôt. Bye bye.